Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder deux positions tactiques et on va surtout découvrir l'histoire de ces deux positions qui est très intéressante puisque c'est une bonne introduction à la tactique et à ce qu'il faut faire, ce qu'il faut travailler de son côté pour ne pas rater des combinaisons tactiques, qu'elles soient de notre côté, c'est mieux, mais aussi qu'elle soit du côté adverse pour justement éviter de tomber dans un panneau. Alors, cette première position est une position très intéressante. Elle est tirée donc du livre d'Emmanuel Neyman, L'œil tactique, alors, entraînement à la combinaison. C'est l'introduction du livre. Et dans l'introduction du livre, Emmanuel Neyman nous explique qu'il était un stage pour entraîneur dans les années 90 à Lyon, qu'il était en présence d'un certain Anatoly Weiser qui était en passe de devenir français comme d'autres joueurs à l'époque le faisaient régulièrement. Alors pour les citer, Murray et Dorfman, très connus aussi. Et donc Emmanuel Neyman lit un article sur un magazine d'échecs dans lequel il y a cette position et il y a une légende dans cette position qui dit que les blancs auraient dû gagner pour pouvoir faire leur norme de maître et puis comme ils ont simplement fait nul, donc la norme de maître est passée à côté. Alors lui il profite de l'interclasse, Emmanuel Neyman, pour demander à Weiser ce qu'il pense de cette position et Anatoly va lui répondre que tout simplement les blancs sont une mazette, puisqu'il va faire ce signe-là en fait. Et ce signe-là, ce n'est ni plus ni moins que le signe de la résolution de cette combinaison. Alors, si vous voulez chercher, je vous invite à mettre pause et à essayer de chercher un petit peu par vous-même. Pour les autres, je vais vous donner donc la signification de ce Z avec une barre inversée. Eh bien, c'est tout simplement le schéma de maths imparable, puisque le roi noir ne peut pas bouger. Donc on va faire ce mouvement avec le fou, H3, C8 et B7, et à B7 forcément, c'est un mat de pièces mineures qui a lieu. Et donc Anatoly Weiser va avoir un petit air gêné et va dire à Emmanuel Neyman que eh bien, les blancs sont une mazette. Alors au début, bien sûr, comme Emmanuel Neyman a à peu près le niveau du joueur qui a raté ce gain-là, il va le prendre un peu personnellement. Il va être un petit peu déçu, un peu estomaqué par ces propos de Anatoly Weiser. Et puis il va réfléchir et il va se dire que peut-être finalement que c'était pas si méchant que ça, mais que c'était peut-être simplement une façon pour Anatoly de dire que normalement un bon joueur d'échecs doit être armé pour résoudre ce genre de position facilement. Et je vais vous montrer donc une autre position où cette fois-ci c'est un certain Garry Kasparov qui va se planter royalement face à Peter Leko, et c'est ce qui donc va un petit peu alimenter la pensée d'Emmanuel Neyman, que finalement c'est pas pour dire que le joueur est nul qui progressera jamais, etc. C'est pas pour dévaloriser le joueur, mais c'est juste parce que c'est un petit peu agaçant pour un entraîneur comme Anatoly Weiser de voir une faute pareille pour un joueur qui doit réaliser une norme de maître. Donc ça on peut le comprendre. Alors je vais revenir tout au début de cette position-là, puisque je suis déjà allé un petit peu vite. Je vous ai montré voilà, le coup qu'a joué Peter Leko. Donc vous venez de le voir à l'écran, c'est cavalier E5 ici. Hein. Donc il est venu mettre le cavalier en E5. Alors bien sûr, ça c'est le coup qu'il ne fallait pas jouer. C'est le coup qui ne gagne pas. Peter Leko a les blancs, il joue donc Kasparov en 2002 sur cette position-là. Et il aurait dû l'emporter, logiquement, sur une tactique relativement simple. Et cette tactique, en fait, elle est introduite par le coup, non pas à cavalier E5, même si l'idée se rapproche un petit peu de ça, d'essayer de pousser le pion, d'aller à dame, de faire un barrage. Hein, je vais quand même vous montrer, mais sur cavalier E5, il y a un barrage. Donc si le pion est poussé, effectivement, l'idée est bonne, le pion va à dame. Bien évidemment, on imagine que Kasparov ne va pas laisser faire. Hein. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ici, Peter Leko aurait pu gagner en jouant simplement le coup cavalier F8. Voilà. Après quoi, Kasparov
aurait certainement répondu par roi D6. Et là, en fait, on va rentrer sur un thème de fourchette imparable, puisque en poussant le pion, on menace dame, il ne peut pas empêcher avec le fou de faire dame, puisque c'est un fou de case noire, il ne peut pas venir sur case blanche. C'est délicat, ça peut arriver parfois quand les deux prétendants ont bu un petit peu avant de jouer, mais là, en l'occurrence, c'est une partie officielle, donc c'est pas possible. Je plaisante évidemment. Hein. Mais après C7, roi prend C7, cavalier E6 gagne. Alors c'est encore un peu technique, il faut encore faire un petit peu attention, mais c'est une partie qui était largement au niveau de Peter Lecco, qui aurait pu gagner ça assez facilement, hein, je crois. Hein. Roi D6, cavalier prend fou. Donc maintenant on a une pièce de plus avec les blancs. On va lutter donc avec... c'est ce qu'on appelle le dernier héritier, celui-là. Hein, pour ceux qui ont lu Monsieur Perliot, si je ne me trompe pas. Vive les échecs, le livre Vive les échecs, il a un cours là-dessus. Ce cours, c'est le dernier héritier. Donc en fait, en gros, ici, il ne faut surtout pas perdre le pion A2. Si on le perd, on n'a aucune chance de gain, puisque cavalier contre pion, on ne peut pas mater. D'ailleurs, si on pourrait mater ici, mais vraiment sur un mat extrêmement aidé par les noirs. Donc bien sûr qu'en théorie, c'est pas possible. Hein. Roi D5. Voilà, il faut quand même prendre l'opposition, faire un petit peu attention. Normalement, ça gagne assez facilement. Je rappelle qu'un cavalier contre un pion, c'est extrêmement puissant. Un cavalier défend très bien face à roi pion qui avance, même s'il est isolé. Très souvent, c'est des parties nulles, hein, ces finales-là. Donc le cavalier peut éventuellement combattre le pion, mais on va simplement faire roi D3. Et bon, la position maintenant, elle est très claire. Roi D3, roi E5. Bon, cavalier F3. Alors si le roi part de l'autre côté, on monte, on contourne et on prend. Là, ce sera un gain facile. Il faudra garder le cavalier parce qu'attention, c'est un pion de la bande. Et vous savez que sur les pions de la bande, parfois, on peut se faire coincer hein, et obtenir des parties nulles. Il faudra garder le cavalier, ne pas faire de bêtises ici. Mais bon, ça gagne très facilement. Si roi D5, c'est à peu près le même tarif. Cavalier D2. Voilà. Bon, déjà, on empêche la poussée du pion. Alors, ici, toujours pareil. Hein, s'il essaie de venir par là, on contourne en faisant roi C4. Et on va gagner du terrain. D'abord verticalement, comme toujours, dans les finales de roi-pion. Et ensuite, verticalement d'abord, horizontalement par la suite. Donc en fait, on va gagner de l'espace latéral. Et on va pouvoir gratter le pion. Après, on a une finale gagnante. Donc il fait roi C5, peut-être pour essayer de venir titiller le dernier héritier, justement, ici. Sur la case A2. Bien sûr, on ne va pas laisser faire. On va juste faire roi E4. Donc là, cette fois-ci, le pion va tomber. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le pion tombe, mais le roi noir ne peut pas tout de suite rentrer pour attaquer le pion blanc. Donc roi B4, hein, on essaie de faire des petits zigzags. Là, la manœuvre, elle est assez simple. Simplement cavalier B1. Et après roi C4. Donc là, je montre juste, mais on contrôle toutes les cases. Voilà, ça fait un barrage, hein, bien sûr. Donc roi C4. Cavalier prend A3. Roi C3. Cavalier B1. Et cette finale est gagnée pour une raison toute simple. C'est que, par exemple, sur roi B2, on fait juste A4. Le pion va à dame et on est tranquille. On pourra faire roi prend celui-là. On est dans le carré, il n'y a pas de souci. Et puis, l'autre idée, c'est que même si, à un moment donné, là, il peut même pas, mais même s'il pouvait... à la limite, même si le pion n'avançait que d'une seule case, on va changer un peu les règles, on va dire qu'on revient un petit peu dans le temps, le pion blanc ne peut avancer que d'une seule case, et bien ça suffirait à gagner. Parce qu'ici, A3, le cavalier protège le pion, donc s'il prend le cavalier, nous on va à dame. Alors il faut se méfier, hein, il y a des finales de réti, mais ici, vu la position du roi blanc, je pense que c'est pas possible. Je vais quand même le regarder, roi prend, non on n'a pas le temps de revenir. Parce qu'on pourrait menacer de faire quelque chose, d'atteindre cette case-là pour venir là et pour venir aider le pion. Mais on est trop loin, le roi blanc est juste très bien placé. Donc ici, il n'y a pas de petite astuce de finale de réti ou de choses comme ça. Donc là, on est clairement dans une partie gagnante pour les blancs. Donc petit truc à savoir. Donc bien sûr, après le coup cavalier B1, si le roi part, il ne pourra pas revenir puisqu'il y a un barrage qui est instauré, encore une fois. Donc là, la partie, elle est juste perdue.
Et donc, c'est pour dire que peut-être que dans cette position, ce qui n'a peut-être un petit peu gêné Peter Leko, c'est qu'il jouait face à Kasparov et qu'il s'est dit c'est bizarre que Kasparov me laisse une combinaison pareille. Donc ça l'a peut-être un petit peu influencé sur son choix de ne pas jouer ça ou de ne peut-être pas le chercher. Parce qu'inconsciemment, peut-être il se disait que c'était très peu probable qu'une tactique aussi, entre guillemets, élémentaire, aussi accessible, puisse être jouée dans cette partie. Et pourtant, c'était le cas. Donc en fait, ce que Emmanuel Lehmann nous dit, c'est qu'il faut, pour tout joueur de compétition, pour tout joueur sérieux, on va dire, eh bien, il faut avoir un arsenal bien garni d'armes, on va dire, de connaissances, de schémas, de mémoire de forme, j'aime bien appeler ça mémoire de forme, et que si on revient dans la première position d'Anatoly Weiser, voilà, enfin, qu'Anatoly Weiser a commenté, on peut dire que effectivement, les Blancs auraient dû trouver cette combinaison de la même manière que dans cette position, Peter Leko aurait dû trouver également la combinaison. Et donc, il donne dans son livre une piste de réflexion avec des tactiques. J'en ai déjà fait une bonne quantité. Pour moi, elles sont assez faciles, même si c'est très joli souvent, c'est très esthétique. Mais c'est trouvable, c'est rarement plus de 5-6 coups, donc on va dire que pour un joueur de club un peu solide, ça se trouve, quoi. Celle de 5-6 coups commence à être... Enfin, j'en ai une à 5, entre 5 et 6 coups qui était assez délicate. Il m'a fallu quand même bien 2-3 minutes pour la trouver avec toutes les variantes. Le reste était quand même assez accessible. Hein. Mais il y a des très belles choses, des choses que je n'avais pas revues depuis un moment. Mais en tout cas, voilà. Ce qui veut dire, c'est que, eh bien, tout simplement, il va falloir travailler ces positions types pour pouvoir reconnaître les schémas dans les parties lorsque ces positions, des positions similaires, on va dire, se présenteront en pratique. Et donc, c'est tout l'intérêt du bouquin, c'est de finalement nous donner, un petit peu comme un archer va avoir des flèches dans son carquois, c'est de nous donner des flèches, des armes, pour pouvoir reconnaître ce type de combinaison et ne pas les rater en partie, qu'elles soient donc de notre côté pour gagner la partie, ou pour prendre l'avantage, ou qu'elles soient du côté adverse, pour ne pas laisser l'adversaire prendre l'avantage ou gagner lui-même la partie. Donc voilà, je m'arrête ici. C'est la fin de mon propos, mais j'ai trouvé ces positions intéressantes et ces réflexions aussi pertinentes. C'est pour ça que je les partage avec vous. Donc pour le reste, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de très belles parties et de rapides progrès. Ciao, ciao!